Alors bonjour à tous. Franck, on est amis et puis tu es aussi un habitué de Plug and Play que tu connais depuis de nombreuses années, notamment notre CEO Saïd Hamidi. Pour info, Plug and Play, c'est le premier investisseur en early stage dans le monde. On a été le premier investisseur de Google, de PayPal, de Dropbox, de Logitech et j'en passe. Aujourd'hui, on investit massivement en Afrique. On a fait 73 investissements, ça change tous les jours, déjà sur le continent africain, dont une que vous connaissez pratiquement tous, qui est Flutterwave, qui est la première licorne africaine de notre portefeuille. Et donc, voilà, on est aujourd'hui sur un déploiement massif en Afrique. Franck, quelques mots sur toi ? Donc, Franck Schulten, je suis un expert de la cybersécurité et en principe, mon domaine, c'est de conseiller les CEO des grandes sociétés dans le monde et aussi les gouvernements des risques que la cyberattaque et la cybermenace représentent aujourd'hui pour protéger tout ce qu'il y a à protéger dans les différentes institutions qui existent ou entreprises. Alors, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à faire venir Franck, parce que Franck est un homme de l'ombre. Il travaille pour les grandes entreprises, les institutions, et notamment en France. Donc, il n'a pas l'habitude de parler on stage. Il m'a dit, tu crois que je peux faire ça? Je lui ai dit, oui, t'inquiète pas. Et vous savez, quand il y a un Français et un Allemand qui présentent, c'est toujours un peu compliqué, parce que généralement, ça finit en traité européen, donc ça prend un peu de temps. Donc aujourd'hui, on va essayer d'être un peu plus actif, un peu plus dynamique que nos collègues politiques. Alors, ouais, je pense que là, c'est nécessaire. Alors, j'essaye la... Ah, il faut que j'appuie en face. Alors, hop, est-ce que ça marche? Oui, non? Alors, écoutez, on s'est un petit peu amusé, en fait. On s'est dit, on va jouer un petit peu. Alors, oui, j'ai le même slide. On s'est dit, on va attaquer un site en direct. En fait, on ne l'a pas fait en direct, on l'a fait parce qu'on a été aussi un peu précautionneux. Donc, on l'a enregistré. Et malheureusement, c'est tombé sur les ATDA. Donc, Mohamedou, je suis désolé. Désolé pour toi. Ah, il est là. Je te cherchais. On s'est dit, voilà, on va lui demander son accord avant quand même. Bon, ça a été assez rapide, vous allez voir. Donc ça prouve aussi qu'aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez très facilement, et ça va être un peu la thèse, aujourd'hui on va un peu démystifier la cyber, mais la cyber plus l'IA, c'est aujourd'hui, pour nous, et même en tant qu'investisseurs, un de nos axes stratégiques. Alors pourquoi? Parce que on voit toutes ces belles valorisations de grandes entreprises dont on parlait là précédemment dans l'IA. Mais derrière l'IA, il y a la protection du citoyen, des utilisateurs, de chacun de nous, de nos enfants. Et je pense que le sujet n'est pas traité à son juste niveau. Et j'espère dans le futur voir la cyber atteindre les mêmes niveaux de valorisation que dans l'IA. Et si vous m'écoutez un petit peu ces derniers temps, je parle beaucoup de AI bubble. Je pense qu'on va vivre aussi une cyber bubble, mais ça ne sera que bénéfique au secteur. Donc, une petite vidéo, un petit fire drill. Ça te va, Franck? Oui. On y va? Peut-être un mot avant. Voilà. Le temps que l'a mis duré, mais c'est à peu près le temps réel que ça a mis. Il y a juste un petit laps de temps où il cherche sur un site, et en fonction de la taille du site, ça peut durer plusieurs heures. Le reste, c'est presque le temps réel, pour vous donner une idée à quelle vitesse ça va. Alors, je ne sais pas si je peux jouer directement la vidéo. Oui. Il faut que j'appuie où? Normalement, en plus. Oui. J'ai un bouton particulier. Quelqu'un peut m'aider? Vous pouvez la lancer de là-bas? Excusez-nous. On aura le son aussi? Sur un site web
et finir par infecter une personne avec un rançongiciel. Nous partons d'un ordinateur neuf, sans logiciel installé, et nous prenons, en environnement de test, le site de l'événement comme exemple. Nous lançons un outil d'analyse de sécurité qui va examiner automatiquement le site et repérer ses points faibles. L'outil réalise tout seul un scan complet et génère un rapport listant les vulnérabilités. Comme vous pouvez le voir, le logiciel est disponible publiquement sur la plateforme Docker Hub. Nous allons le télécharger à l'aide de la commande Docker, le lancer, puis nous connecter à son interface afin d'y ajouter le site de l'événement comme cible d'analyse pour le scan de sécurité. La séquence que vous voyez est accélérée pour le format de la vidéo, mais elle ne nécessite aucune intervention humaine et peut tourner en tâche de fond, par exemple pendant la nuit. Une fois le scan terminé, nous obtenons une liste de portes d'entrée possibles, classées par niveau de gravité. Cela montre par où un attaquant pourrait tenter de passer en priorité. On y trouve aussi des informations techniques sur le site et ses composants. Ces indices aident un attaquant à choisir la meilleure stratégie. Pour la démonstration, nous nous concentrons sur une faille typique qui permettrait, si elle était exploitée, d'interagir avec la base de données et d'en extraire des informations sensibles. À l'aide de la CVE, qui n'est qu'un identifiant pour une vulnérabilité logicielle connue, nous demandons à une IA locale d'en automatiser l'exploitation. En exécutant le logiciel généré par l'intelligence artificielle, nous sommes en mesure d'accéder aux adresses e-mail enregistrées sur le site. À partir de ces adresses, un escroc peut préparer un message d'hameçonnage qui imite la communication de l'événement pour inciter les personnes à cliquer sur un lien piégé. Ce message peut même être envoyé de manière automatisée, ce qui augmente la portée de l'attaque en très peu de temps. Avec peu d'efforts, et si des failles existent, une chaîne d'action peut mener rapidement à l'installation d'un rançongiciel. D'où l'importance de corriger les vulnérabilités, de sensibiliser les équipes et de se protéger contre le phishing. Donc je pense que... je suis désolé, hein, Mohamedou, on n'a pris que l'adresse email de Franck. On s'est permis, on a les autres, hein, mais si tu payes les 0,5 Bitcoin, on sera ravis de donner des conseils aussi sur comment protéger un peu vos sites. Très honnêtement, on aurait pu faire la même chose sur à peu près 99% des sites avec le même résultat. Et je vais passer un petit peu la parole à Franck. Dans cette vidéo. On va passer. Franck, j'ai une première question. On voit aujourd'hui de façon exponentielle la cyber, et je sais que tu dors pas la nuit parce que tu as ton document de l'ANSSI là, derrière ton oreiller. Comment tu vois cette explosion là, arriver avec l'IA et la cyber? Ce que je peux dire, c'est l'ampleur qui m'inquiète beaucoup. Quand on regarde en 2020, c'était un peu le début de l'automatisation des attaques via l'IA. Après, on regarde en 2022 à peu près, c'est la dissimulation qu'on a utilisée avec l'IA. Et aujourd'hui, c'est à un point sophistiqué que c'est inimaginable et puis automatisable. Donc la grosse question se pose aujourd'hui, c'est l'adaptation vraiment importante, urgente de la défense contre ces attaques qui sont de plus en plus automatisées. Et je vous rappelle les outils qu'on a utilisés tout à l'heure dans l'attaque. C'était tous des outils publiquement accessibles sur Internet que n'importe qui peut prendre et peut faire ce qu'on a vu. Oui, donc vous voyez à quelle vitesse ça va. On a des chiffres, et je pense que ces chiffres parlent tout seuls. Mais il semblerait que les cybercriminels, ils ont adopté l'IA plus vite que nous. Ils ont une meilleure R&D ou c'est quoi leur secret? Ils utilisent la facilité de l'IA, ça se fait tout seul. Donc, je n'ai pas besoin d'être un expert informatique. Je suis monsieur tout le monde.
Et je me sers de l'IA et je lui demande de faire une attaque. Et ça se passe relativement vite, on voit les chiffres, à quel point ça augmente, et ça va être de pire en pire. Parce que l'IA, elle apprend de plus en plus, elle est de plus en plus disponible, et on a de plus en plus l'habitude de l'utiliser pour tout et n'importe quoi, et donc bien sûr aussi dans la partie cybercriminalité. Donc les cybercriminels, on voit ces chiffres, hein, ils sont vraiment effarants. Et je pense que ça doit faire réfléchir aujourd'hui beaucoup d'institutions. On parle des fondamentaux, on va y venir. On a 5 fondamentaux dans la cybersécurité. Mais Franck, toi qui travailles avec les gouvernements, les institutions un peu partout dans le monde, combien d'institutions, combien d'entreprises, combien de gouvernements aujourd'hui appliquent vraiment ces fondamentaux? Et quel message tu veux faire passer aujourd'hui? Je pense qu'il y en a très peu qui les appliquent. Tout le monde en parle, mais les appliquer, c'est une autre chose. Et pour moi, ces 5 fondamentaux qui sont écrits là, ça représente la règle 80-20. Avec 20% d'investissement, je réussis d'avoir 80% de résultats. C'est un peu les basiques de la cybersécurité. C'est comme à la maison, quand je pars, je ferme mes fenêtres, je ferme ma porte et j'éteins éventuellement le gaz. Donc, ça, c'est la même chose. Donc, pour moi, ça va de soi que j'ai des mots de passe qui tiennent la route, qui sont assez longues, donc au moins 14 caractères avec tous les détails qu'on connaît, et qui sont renouvelés régulièrement. J'ai eu récemment un client où le mot de passe du système de production était Toto. Le mot de passe administrateur, vous vous rendez compte? Donc ça ne doit pas exister. Malheureusement, la vraie vie, ça existe. La deuxième chose, c'est la protection des postes et des infrastructures avec des antivirus, comme on disait dans le temps. Aujourd'hui, on appelle ça plutôt un EDR ou encore beaucoup mieux un XDR qui comprend beaucoup plus que les virus, mais aussi les réseaux, les emails, plein d'autres choses. Évidemment, on parle de la sauvegarde parce que tout système ne me sert à rien si je suis hacké, si je n'ai pas une sauvegarde qui tient la route, qui fonctionne. Donc une sauvegarde, on appelle ça immuable, ça veut dire elle est déconnectée. Et j'en ai beaucoup de versions antérieurement qu'en cas que même ma dernière sauvegarde est infectée, j'en ai d'autres pour que je puisse la remettre et continuer à utiliser mes données. Et je pense aussi, un point extrêmement important, c'est la formation, c'est la sensibilisation, la culture de la sécurité. Pour moi, ça commence à la toute petite école aujourd'hui où je me rends compte nulle part. J'ai vu de la formation pour les enfants. Je n'ai pas vu de formation non plus pour les dirigeants. Donc c'est quelque chose sur quoi nous, on doit jouer et on doit s'appliquer pour justement sensibiliser les gens. Parce que si je sais, je ne fais pas l'erreur. C'est essentiel. Et la dernière, c'est la supervision et la détection et les réponses. Si jamais j'ai un problème, que dans les entreprises et aussi les administrations, j'ai un système, si je peux appeler ça comme ça, un soft, et puis bien sûr aussi des gens derrière, qui détectent au plus vite si j'ai un problème et qui, dans le pire des cas, me coupe du monde pour éviter que ça se propage encore beaucoup plus à l'intérieur. C'est vraiment très éducatif. D'ailleurs, on parle d'éducation. Je pensais à la solution de notre ami dans toutes les langues. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse en Afrique utiliser ce type de technologie aussi pour former les enfants, les gens et faire ce qu'on appelle dans notre jargon l'awareness, la formation à la cyber. Les jeunes sont de plus en plus attaqués et c'est vraiment une population qui est extrêmement sensible aujourd'hui aux social media, à tous les outils aujourd'hui technologiques, mais à la fois très exposés aux problématiques de cyber. Donc éduquer très tôt et faire de la formation à la cyber comme on fait de la formation à des langues, c'est absolument primordial de nos points de vue. Et on ne parle pas aussi des dirigeants qui aujourd'hui pensent être à l'abri. Il faut savoir qu'un grand nombre d'attaques aujourd'hui passent par les dirigeants et notamment aussi leurs assistantes. C'est un angle d'attaque très connu et très populaire aujourd'hui chez les cybercriminels. Donc on va avancer un petit peu. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention au temps aussi. Donc ça c'est bien, c'est les fondamentaux.
Maintenant, on parle d'anticipation, de résilience. Combien de nuits blanches on peut éviter avec une bonne stratégie, Franck? Beaucoup, beaucoup. Si les choses sont anticipées, je sais ce qui m'attend, je suis préparé. En cas que, je sais ce que je dois faire. Tout le monde suit un protocole. Il ne commence pas à y réfléchir et on ne perd pas un temps qui est précieux. Donc, je pense que l'anticipation, c'est essentiel. Si on cite comme exemple, par exemple, les sauvegardes. Si je n'ai pas anticipé des sauvegardes, plus la peine de faire quelque chose après. Donc, c'est anticiper, détecter au plus vite quelque chose qui s'est passé et la résilience institutionnelle qui est pour moi aussi primordiale. Vous l'avez vu, l'IA, en fait, permet à des non-techniciens, avec un esprit un petit peu tordu, d'attaquer très facilement des sites institutionnels. Ce qu'on a montré en quelques secondes, ça pourrait toucher un pays tout entier. Donc voilà, le message, c'est la réponse anticipée, détection rapide. Il y a aussi beaucoup d'outils aujourd'hui sur le marché pour faire ça. Il y a beaucoup de start-up d'ailleurs dans ce domaine qui aujourd'hui émergent et qui peuvent aussi répondre à cette nouvelle demande puisque les technologies aujourd'hui évoluent très rapidement. Et donc les startups sont souvent aussi la réponse parce qu'elles sont justement au forefront, comme on dit encore une fois dans notre jargon, de cette innovation disruptive. Mais il y a 4 familles majeures des menaces IA. Et Franck, si tu en avais une à choisir parmi celles-là, laquelle tu détestes le plus? C'est clairement les deepfakes, parce que ça concerne monsieur tout le monde. Et c'est extrêmement compliqué à détecter pour quelqu'un qui n'est pas formé et encore. Un exemple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, j'étais en Israël en formation, parce que dans ce monde, il faut se former très souvent. Et à la fin de la formation, j'avais un call WhatsApp sur mon téléphone de ma femme qui m'appelle et puis qui me dit « Écoute, on m'a piqué ma carte de crédit, est-ce que tu peux me dépanner rapidement avec la tienne parce que je dois payer ?» Et puis là, les formateurs disaient « Bingo, tu es tombé dans le piège. » Je n'ai pas reconnu ma propre femme. C'était un fake. Ils avaient trouvé les informations, sa voix, elle n'est pas française, donc elle a un accent. C'était fait à telle façon que je n'ai pas reconnu ma propre femme. Donc moi, je sors d'une formation, je suis formé, je n'ai pas reconnu ça. J'imagine monsieur tout le monde qui reçoit un appel de sa fille, de son fils, de sa grand-mère, je ne sais pas qui. C'est très compliqué. Donc les deepfakes, c'est quelque chose qui va nous occuper beaucoup et où il va falloir apprendre gérer ces situations. Par exemple, dans ce cas-là, avoir un mot de passe. Si c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, on s'est dit, si j'emploie pas ce mot-là dans ma phrase, c'est pas moi. Oui, ça c'est les nouvelles réponses à ces attaques IA. Avoir un mot de code, une sorte de mot de passe au niveau familial qui va venir vous protéger demain. On peut faire la même chose dans les entreprises. Et ces deepfakes aujourd'hui envahissent le monde du cyber. Et donc, message, alertez-vous, le deepfake est là. Et vous allez avoir de plus en plus d'attaques qui vont venir par ce biais. Mais on continue. L'IA automatise les attaques. C'est un peu là, comme mettre une Tesla en mode autopilote du côté des cybercriminels. Je prends cette analogie, je l'aime bien. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui, cette IA ou la cyber boostée par l'IA? Je pense que l'exemple, il est encore pas assez fort parce qu'une Tesla, le mode autonome, il y a quand même encore quelques bugs. L'IA, aujourd'hui, c'est tellement bien fait, tellement perfectionné que c'est vraiment que les grands spécialistes qui trouvent quand il y a quelque chose qui est fait. Donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus parfait et c'est de plus en plus compliqué à détecter et à se protéger. C'est inquiétant. Alors l'IA comme véhicule pour la cyber, mais il y a aussi l'IA qui attaque l'IA. Donc ça c'est intéressant. On le voit de plus en plus. On peut manipuler l'IA elle-même.
Est-ce qu'on doit protéger nos modèles comme on protège nos mots de passe ou comment on protège nos enfants, Franck? C'est le minimum à faire parce que les grandes IA comme Google et les autres qu'on connaît, on ne peut pas faire grand-chose, on est dépendant. Par contre, il faut réfléchir à la réponse qu'on reçoit. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ce qu'on me sert comme résultat, c'est intelligent ou est-ce qu'on essaie de m'influencer parce qu'il y avait un problème de données? Mais il y a l'autre chose, c'est l'IA des sociétés. Ou moi, en tant que dirigeant informatique ou dirigeant tout court de la société, ou juste employé, je dois me poser la question, quand j'ai un résultat, est-ce que ce résultat il fait sens? Ou est-ce que l'IA de ma société, elle a eu un problème? On a infecté les données, on a touché aux algorithmes, on a fait n'importe quel autre sabotage de l'extérieur pour justement influencer ma façon de travailler dans la société et de résultats des produits éventuellement que je veux générer. Et ça, c'est de plus en plus un dada des hackers pour justement faire du mal aux grandes entreprises qui se servent d'IA interne. Oui, donc en fait, on empoisonne les modèles. Et donc c'est une nouvelle stratégie d'attaque des cybercriminels. On vient en fait intercepter le modèle d'IA, on injecte de la donnée biaisée et on crée des hallucinations qui ne viennent pas du modèle lui-même, mais qui viennent des data qui ont été ingérées de façon malhonnête. Exactement. Donc je pense que tout le monde doit être vigilant et chaque fois se poser la question, quand j'ai un résultat, est-ce qu'il tient la route? Est-ce qu'il est raisonnable? Oui ou non? Et même dans les entreprises. Donc on s'aperçoit aujourd'hui, voilà, encore une fois, que les entreprises qui pensent être, et on le voit de plus en plus, qui pensent être safe, pour utiliser le jargon anglo-saxon, parce qu'elles ont leur propre sandbox, elles ont leur propre infrastructure IA, ne perçoivent pas forcément que leur modèle IA qu'ils sont censés avoir protégé est en fait infecté lui-même de données qui vont être traitées par leurs employés, leurs clients, et qui pourraient éventuellement créer des dommages majeurs. D'ailleurs, tu as des exemples, je crois, de chiffrés, et sans citer les noms évidemment, mais de pertes d'entreprises liées à ces problématiques? Normalement, on part du principe qu'aujourd'hui, les pertes de la cybercriminalité dans le monde, j'insiste dans le monde, en fonction des différentes sources qu'on a, on parle de 10 000 milliards d'euros ou de dollars, c'est même court. Donc 10 000 milliards, c'est énorme. Et dans une entreprise, quand on se fait hacker, en principe, un hackage normal, si j'ai fait prendre le dernier grand qui a eu lieu, par exemple, chez Land Rover, ils étaient 3 mois hors business. Vous faites le chiffre d'affaires 12 divisé par 3, vous savez combien ça coûte. Donc, de mettre une protection digne de ce nom-là en place par rapport à une perte, c'est inimaginable. Et là, on ne parle que de la perte financière. Si un hôpital est hacké et je ne peux plus assurer ma mission, ça veut dire protéger la vie de mes malades, là c'est un autre discours. Et ça, on ne peut pas le chiffrer en argent et ça ne serait pas correct de le faire d'ailleurs. D'ailleurs, si on a fait cette démo au départ, même si on n'était pas forcément toujours d'accord qu'on voulait faire ça, l'objectif c'est de dire, si je suis un exécutif ou à la tête d'une institution gouvernementale, financière, publique, quand on voit la simplicité que l'IA, avec laquelle elle permet de hacker une nouvelle fois ces institutions majeures, quelque part les dégâts sont irréparables, hein, parfois en termes aussi d'expérience. Mais si tu veux un petit peu parler sur ces institutions financières, gouvernementales avec qui tu travailles aujourd'hui et publiques, est-ce que tu peux résumer un peu le type de menaces en fonction de la typologie des institutions? Les institutions publiques sont les plus menacées. Pour quelle raison? Parce que souvent, c'est facile à accéder et les gens n'ont pas forcément été formés et n'ont pas les compétences pour se protéger. Et encore, il n'y a pas le budget derrière. Donc n'importe quelle menace, elle passe. Après, il y a les institutions gouvernementales. La plupart, ils ont compris qu'ils protègent quand même les données sensibles stratégiques du gouvernement.
Mais entre avoir compris et faire, donc appliquer dans la vraie vérité, il y a deux choses. Donc, ils sont un peu mieux protégés, mais pas assez, pour la sensibilité des données qu'ils ont. Et après, les institutions financières sont un peu mieux protégées parce que souvent, il y a un conseil d'administration derrière qui demande des comptes aux dirigeants. Donc, il y a des choses à faire, mais même eux, souvent, ils sont encore très loin d'où ils devraient être par manque de compétences et par d'autres priorités budgétaires. Oui, donc c'est pour ça qu'on essaye aussi, et je reviens sur l'exemple qu'on a montré au début, à partir du moment où on impacte le CEO, le patron, au plus haut niveau, parce que le DSI peut expliquer, mais il ne peut pas être tout seul. Donc très souvent, on s'attaque d'abord au CEO, au patron, au chef de gouvernement, et c'est à eux qu'on montre justement un exemple d'attaque, parce que tout de suite, ils vont réagir, ils vont se dire « Ah oui, mon DSI m'a expliqué, mais je n'avais pas compris à quel point c'était simple aujourd'hui, grâce à l'IA, d'attaquer ou de hacker un site comme le nôtre. » D'ailleurs, on a un tableau, alors on ne va pas aller sur le détail de ce tableau, mais un peu des menaces IA et des vulnérabilités. Mais si on continue là sur cette discussion pendant que les gens peuvent lire un petit peu ce type de menaces, qu'est-ce que tu peux ajouter sur comment se préparer un petit peu mieux à ces attaques, comment élaborer un plan? Pour moi, il y a deux points qui sont essentiels, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est avant tout la formation qui commence à l'école maternelle où on explique aux enfants les mots de passe, comment ça fonctionne. On ne met pas des photos sur son téléphone parce qu'il reste une fois pour toutes sur Internet. Internet n'oublie rien du tout. Et elle finit dans la gouvernance. La gouvernance, c'est quoi pour moi dans la cybersécurité? C'est l'information des dirigeants de top niveau. Ils comprennent qu'est-ce que c'est la cybercriminalité et de l'autre côté, bien sûr, la protection de la cybersécurité. Et quel rôle, moi, en tant que dirigeant, j'ai à jouer dans mon entreprise, dans mon administration, même au gouvernement, pour faire le nécessaire que la cybersécurité est appliquée dans la société et c'est une priorité. Parce que si ce n'est pas la priorité, si l'entreprise est hackée, il n'y a plus rien d'autre qui est important parce qu'il n'y a plus rien d'autre qui fonctionne, aucun autre projet. Donc, avant tout, c'est la cyberprotection qui doit avoir les moyens et l'intérêt de dirigeants de top niveau pour justement éviter une catastrophe majeure. Tu veux commenter là-dessus comment on renforce la détection, la réponse collective, la coopération? On peut aller sur le dernier slide, je pense que ce sera encore plus rapide puisqu'on est sur de la synthèse. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut absolument anticiper les risques qu'on a dans l'entreprise. Ça veut dire se préparer, faire des sauvegardes, faire des tests d'intrusion, faire des reprises d'activité une fois qu'on joue, qu'on a été hacké, qu'on sache se remettre en état de marche. Tout ça, ça doit être un rythme qu'on a l'habitude de faire le jour où ça arrive. Après, pour éviter justement qu'on est hacké, il faut renforcer les capacités de détection. Coûte ce que ça coûte. Je veux savoir s'il y a un moindre souci et je veux être dans la possibilité de prendre une décision de couper. Et si je pousse à l'extrême pour une société très sensible, la coupure est automatique par le système dès qu'elle a détecté quelque chose. Ça veut dire que je m'isole de l'extérieur pour éviter une propagation d'une éventuelle cochonnerie que j'ai pu me ramasser. Et évidemment, la dernière chose, c'est agir en coopération. Parce que tout seul, je vais vite, mais ensemble, je vais très loin. Donc, en tant qu'entreprise, institution, qui que ce soit, tout seul, je ne peux pas réagir ou gagner. C'est comme un médecin, un généraliste qui va faire certaines choses, mais après, il faut beaucoup de spécialistes pour soigner les différentes maladies qu'on peut avoir dans l'entreprise côté cybercriminalité, sécurité. On regarde ça comme on veut. Donc nous, notre message aujourd'hui, c'était un peu de démocratiser ce sujet-là, mais c'est surtout de dire l'éducation, la coopération sont les axes majeurs, mais on parle beaucoup d'IA. L'IA aujourd'hui, c'est très bien, mais la cyber, c'est comme la data, c'est un socle absolument critique, fondamental de l'implémentation de l'IA. Et les attaques aujourd'hui sont telles, et le niveau, vous l'avez vu,
en termes de références, de chiffres, sont tels qu'on a aujourd'hui tendance à conseiller d'abord les exécutifs à dire est-ce que votre entreprise est sécurisée avant d'y implémenter l'IA. Et c'est un message difficile parce que voilà, avec le boom de l'IA, cette IA bubble et tout le monde et tous les CEO qui écoutent tous les jours et moi dans mon entreprise, l'IA, ça avance pas assez vite. On va vous dire si vous avancez pas votre agenda de la cyber aussi vite que celui de l'IA, vous allez faire face à des challenges absolument critiques. Donc, vive la cyber. Et puis, c'est un secteur, je peux vous le dire, si vous êtes investisseur, absolument phénoménal en termes de potentiel. Donc, développons la cyber africaine. Il y a des pépites dans la cyber, d'ailleurs, en Afrique, des pépites. Donc, je vous encourage à les financer, à les aider, à les supporter. Et elles ont tout intérêt aussi à collaborer et coopérer avec les ensembles des institutions africaines, parce que c'est elles qui vont vous permettre demain d'implémenter l'IA at scale. Je pense que c'est un peu notre message. Tu veux conclure ? Oui, juste une question à tout le monde qui est dans la salle. Qui sur son téléphone pour utiliser l'ancien mode qu'on utilisait, un antivirus? Oula, c'est pas beaucoup. Donc vous voyez les fondamentaux de la sécurité? Parce que ça, c'est la porte d'entrée de tout aujourd'hui. Donc vous avez toute votre vie sur ce truc-là, il n'est pas protégé. Oui, on pense souvent que le mobile est protégé, mais en fait, la faille, elle ne vient pas du mobile lui-même. Et même si vous êtes sur iOS, qui est sans doute un des mieux protégés aujourd'hui, en fait, les failles, elles viennent de l'utilisateur. On vous l'a montré, elles viennent des sites que vous accédez et de l'email auquel vous allez répondre. Donc oui, je pense que c'est aussi un bon message. Vous n'êtes pas protégé et il vous faut aujourd'hui protéger votre mobile, protéger vos actions, éduquer aussi, de façon à permettre de mieux protéger vos données sensibles, vos enfants, votre famille, votre entreprise et l'institution pour laquelle vous travaillez. Merci Franck de nous rappeler à quel point nous sommes nous-mêmes parfois et souvent les acteurs des pièges dans lesquels nous tombons. L'histoire que vous avez partagée sur votre femme me rappelle que je pensais être très maligne moi aussi jusqu'à il y a un mois où je me suis fait pirater mon compte bancaire par une application. Donc je pense que les entreprises, comme chacun d'entre nous citoyens, nous voyons l'intérêt et la nécessité de la cybersécurité. Merci messieurs pour ce brillant moment d'immersion. Et Mohamedou, il te reste 71 heures pour me donner 0,5 bitcoin. Alors merci beaucoup messieurs, je vais vous inviter à vous lever à prendre avec nous la traditionnelle photo de famille.